Bonjour, on se retrouve là pour voir le TD1 de mécanique du point. On va faire les 4 exos rapidement pour ceux qui n'ont pas pu bien les comprendre. Et on va commencer par le 6-11, palais sur un plan incliné. Un palais de masse M repose sur un plan incliné d'un angle alpha sur l'horizontale. On augmente progressivement l'angle d'inclinaison. On observe que le palais se met en mouvement pour un angle alpha M. Bon, je vous laisse lire la suite de l'énoncé. On nous rappelle les lois de Coulomb. Première question. Quelle est la force motrice qui entraîne le palais vers le bas? Quelle est son expression? Pour faire cela, ce qu'on peut faire, c'est un petit schéma ici. On remarque que la seule force qui est orientée sur l'axe OX, c'est en fait le poids. Donc ici, la force motrice, c'est le poids. Et son expression, c'est P égale mg. Deuxième question. Déterminer l'expression des composantes N et T. Lorsque alpha est inférieur à alpha M. Donc, lorsque alpha est inférieur à alpha M, on est dans la phase dite non-glissement. Donc, il faudra utiliser les lois de Coulomb sur le non-glissement. On va écrire le PFD, ici, et on va approcher sur les deux axes. Alors, bien entendu, il faut prendre les axes les plus astucieux possibles, qui vont entraîner le moins de projections. Donc, il y avait deux possibilités. Ici, j'ai pris les axes où l'axe N, ou Rn, c'est-à-dire la composante normale de la réaction, et la composante tangentielle de la réaction sont suivant X et suivant Y. Donc, si on projette sur X, ici, sur l'axe qui est ici, on va avoir la force ici, RT. Alors attention, si on travaille en norme en mesure algébrique, ici, si on travaille en mesure algébrique, ça fera plus RT. Si on travaille en norme, ça fera moins norme de RT. Et le poids est orienté sur l'axe plus UX. Ici, au passage, on peut déjà mettre qu'on retrouve alpha. Donc, le poids sur cet axe, cet angle ici qu'il va falloir intervenir. Cet angle ici, c'est pi sur 2 moins alpha, donc on va avoir cosinus pi sur 2 moins alpha, et donc un signe moins. Donc quand on écrit la projection, alors si on travaille en mesure algébrique, par exemple, ça fait RT plus mg sinus alpha égale 0. Donc là, on voit que j'ai préféré noter T la réaction tangentielle. Donc ça fait bien T égale moins mg sinus alpha. Sur l'autre axe, c'est pareil, et on obtient N ou Rn, voire Ry, égale mg cos alpha. Alors, troisième question. On déduit la valeur minimale alpha m de alpha qui permet à l'objet d'être mis en mouvement. Là, on va utiliser la propriété qu'on considère que le coefficient de frottement cinétique et le coefficient de frottement dynamique sont identiques. Donc on comprend très bien qu'on va pouvoir passer d'un mode à l'autre juste par cet angle limite alpha m. Donc je suis parti sur le non-glissement, l'expression du non-glissement de la loi de Coulomb, ici. Qu'il faut connaître, mais elle était rappelée ici dans l'énoncé, donc la composante tangentielle est inférieure à Fn. Donc on passe en dessous, ça fait T sur N inférieur à F. Si on projette nos deux expressions qui étaient ici, alors en norme, mais par contre, ça fait T sur N égale tangente alpha, donc tangente alpha inférieur à F. Donc l'angle limite, on peut poser ça en fait égal à tangente alpha m, par exemple, et donc alpha est inférieur à alpha m, ou alpha m égale arctangente de F. Question 4. Pour alpha supérieur à alpha m, déterminer la nature du mouvement. Donc, dans ce cas, on va passer dans la condition, cette fois, de glissement. On va essayer du mouvement. La loi de Coulomb qu'il faut utiliser maintenant, c'est celle qui est relative au glissement. Celle qui est relative au glissement, on nous dit que T égale Fn. Donc, elle est ici. Si T égale Fn, on va utiliser cette propriété, puis on va projeter le PFD sur l'axe du mouvement, c'est-à-dire sur l'axe OX. Ça nous donne mx point égale mg sinus alpha moins norme de T. Sur l'autre axe, ça n'a pas changé, c'est 0 égale n moins mg cos alpha. On va remplacer T par la loi de Coulomb, c'est-à-dire Fn, et n par mg cos alpha. D'où cette expression. Et pour avoir une forme plus simple, on va mettre mg sinus alpha en facteur, et on va remplacer f par tangente alpha m. Ça, c'est f. Si on met mg sinus alpha en facteur, on arrive à avoir cette forme-là, entre parenthèses, 1 moins tangente alpha m tangente alpha, ce
ce qui logiquement doit être positif. On va quand même le vérifier. Donc si c'est positif, il faut que ça soit positif. Okay. Mais comme alpha est bien supérieur à alpha m, ici, notre mouvement, tangente alpha est plus grand que tangente alpha m, donc ceci est bien plus petit que 1, donc l'ensemble est bien positif. On trouve bien le mouvement dans le bon sens. On va maintenant s'intéresser à l'exercice 12, point mobile à l'intérieur d'un cône. Celui-ci est un peu plus délicat que l'exercice 11. Cependant, on a une petite aide dès le début. On nous fait le graphique, le petit dessin du cône, et on nous donne les projections des forces. Ce qui est très important de cet exercice, c'est sur le brouillon ou dans un coin de sa présentation, bien noter toutes les différentes constantes. Parce qu'on a R0 égale A, θ0 égale 0, Z0 égale A sur tangente alpha. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier tout le long de l'exercice, sinon on va s'y perdre dans les calculs. Alors pour commencer, la première question, il fallait appliquer le PFD au cône qui est soumis à la force, aux forces N et P. Donc le PFD ici, appliqué à la particule située dans le cône dans le référentiel galiléen, on projette sur les trois axes des cordes du repère cylindrique. Ici. Donc là c'est une petite remarque plutôt pour la question 2, on verra ça plus tard. Donc le poids n'a pas de composante autre que sur UZ, donc là on trouve qu'ici, par contre N, on nous donnait projection sur R c'est moins N cos alpha, et projection sur Z c'est N sinus alpha. On a donc trois équations, et on demande de trouver la condition particulière pour que le mouvement soit circulaire et uniforme. Question 1, exprime la loi de la dynamique en coordonnées cylindriques. On te dit pour une valeur particulière lambda 0 de lambda, que le mouvement de C peut être circulaire uniforme, et on nous demande de démontrer que lambda 0 carré égale 1 sur tangente alpha. Pour cela, il faut donc utiliser les propriétés du mouvement circulaire uniforme, donc que R est constant, donc ça va entraîner R point égale 0, R point égale 0. Si c'est circulaire dans un cône, ça entraîne aussi que le cercle, il est horizontal, donc la cote ne va pas changer, et uniforme entraîne que θ point égale 0. On remplace ce qu'on vient de dire dans les expressions 1, 2 et 3. Ça nous donne une expression de n ici, et une autre expression de n ici. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à la question 2, on fera ça un petit peu plus tard. On fait le rapport des expressions où on égalise les deux expressions, ce qu'on préfère, et petit à petit, on obtient donc que tangente alpha égale oméga 0 carré sur oméga carré, parce qu'oméga 0 carré, l'énoncé, on dit que c'est G sur A. Vous voyez, là, on pourrait se le marquer dans un coin pour la suite. Et on obtient donc que lambda 0, effectivement, égale 1 sur racine tangente alpha. Bon, premièrement qu'on a appliqué le PFD, logiquement, cette question ne pose pas de souci. Deuxièmement, il fallait cette fois exprimer, à l'aide du PFD, de retrouver la loi des airs sur ce problème. Donc, on avait cette expression qui était ici, je vais la recopier. Ah, cette expression-là, qui vaut 0. On va écrire à côté, là. Alors, c'est R θ point plus 2R point θ point égale 0. Comme on sait que dans les valeurs des R, on peut s'écrire peut-être un peu plus bas, c'est R carré θ point égale constante. Ici, on voit qu'on n'a qu'un terme, ici, on voit qu'on a deux termes, on se doute qu'il y a une dérivée ou une primitive cachée là-dedans. Alors, l'idée, pour rendre le calcul plus simple, c'était plutôt de partir de la loi des R et de dériver cette expression, de remonter de dériver ce terme. Donc la dérivée de R carré, c'est 2RR point. Et la dérivée de θ point, c'est facile, ça, c'est θ point point. On va mettre R en facteur. 2R point θ point plus R θ point point égale 0. Et comme R est différent de 0, ben on obtient bien le résultat demandé. Et là, c'était plus pratique de partir du résultat à trouver que partir du résultat qu'on avait obtenu dans la question 1. Question 3. On nous demande de retrouver une équation de la forme, on va l'écrire ici, 1/2
de R carré, pardon, c'est pas R carré. Alors, on va essayer, c'est 1/2 de R point carré. Alors, on peut modifier sans effacer. Facteur de 1 plus lambda 0, 4 égale A carré, oméga 0 carré, de E moins WR. En fait, cette question va se rapprocher d'un calcul d'énergie potentielle effective qui est représenté par WR, et E va se rapprocher d'une énergie mécanique effective. L'idée, c'était de partir de l'énergie mécanique. Cependant, quand on a l'énergie mécanique, par rapport au résultat demandé, ici, on voit qu'on a ce θ point en trop, ce z point en trop déjà. Donc, il va falloir les convertir. Comment les convertir? θ point, on peut le convertir vers la loi des airs. Donc, lui, on va utiliser la loi des airs, on va utiliser le fait que C égale R carré θ point égale constante, et que donc je peux le calculer à l'instant initial. À l'instant initial, on va dénoncer, R vaut A, et oméga, la vitesse singulaire, vaut oméga. Donc ça fait A carré oméga. Donc si on veut remplacer θ point carré, on dira que θ point carré, c'est donc A4 oméga 2 sur R4. Et on voit que dans la correction proposée, ils ont déjà remplacé oméga par lambda oméga 0. On va faire pareil, donc ça fait A carré lambda oméga 0 sur R2, le tout puissance 2. Le z point, on va utiliser l'équation du cône, qui est z égale R sur tangente alpha. Z égale R sur tangente alpha. Donc ça implique que z point, en fait, c'est R point, et tangente alpha, on va utiliser la notation lambda 0 du début. Tangente alpha, c'est 1 sur lambda 0 carré, on dirait. Donc ça va faire R point lambda 0 carré. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. On va vérifier 1 sur tangente alpha, c'est lambda 0 carré. Donc ça a l'air bon. Alors maintenant, vous remplacez tout. La constante qui est ici, vous la calculez à l'instant initial. Par exemple, on va rajouter AT égale 0, EM0. C'est donc, alors la vitesse initiale, c'est combien? On dirait que c'est A oméga. Ça va faire 1/2 de M A carré oméga carré. Ça, c'est 1/2 de MV2. La position initiale, ça doit être le Z0. Donc, MG, on va pas garder Z0, on va prendre ce qui nous est donné là, c'est-à-dire A sur tangente alpha, c'est-à-dire lambda 0 carré A. Et tout ça, c'est égal à notre énergie mécanique à l'instant T. Voilà. À partir de là, avec des petits calculs un petit peu compliqués, que je vous laisse effectuer, vous devez arriver au résultat demandé. Je vais le recopier ici. On a un petit peu de place. 1/2 de R point. Alors celui-là, il est facile. Le terme de gauche est très facile à mettre en place. Le terme de droite est un peu plus délicat. Par exemple, on voit que le lambda 0,4 vient du z point carré. A2 oméga 0,2 E moins WR. Alors dans E, vous allez mettre tout ce qui ne dépend pas de R. Et dans WR, vous allez mettre tout ce qui dépend de R. Donc le but principal, c'est de faire apparaître ce terme. Et une fois que vous l'avez fait apparaître, vous gérez votre terme de droite. À un moment, vous forcez l'apparition de A carré oméga 0 carré. Il faut bien avoir l'expression de E et de WR. Alors, je vais donner d'abord WR, c'est lambda 0 carré R sur A plus lambda carré A carré sur 2R2. Et E, vous pouvez démontrer que c'est en fait WA. Bon, vous aurez une expression avant, vous verrez, c'est effectivement WA, c'est donc lambda 0 carré plus lambda carré sur 2.
Alors, question assez difficile quand même pour ceux qui ont des difficultés de calcul. Laisse la faire, faut vraiment la faire, hein. C'est rien de écouter ce que je dis sur les calculs. Le principal difficile, une fois que vous avez écrit M de t égale M0, c'est juste du calcul. Question 4, un petit peu cachée. Par une méthode graphique, d'étudier cette équation que reste toujours complet entre deux positions limites R1 et R2. Donc là, il fallait faire l'étude de WR, cette fonction-là. Remarquez que limite WR, parce que R tend vers l'infini, là c'est l'infini, mais idem en 0. Bon, en général, quand c'est comme ça, on se doute qu'il y a un minimum caché, donc vous pouvez calculer la valeur du minimum. Alors, est-ce que c'est fait dans la correction? Je vois ici que ça a été fait. Ici, on obtient un minimum. En R égale lambda, sur lambda 0, puissance 2 tiers. On trace la courbe. Ici, on trace une valeur de... Alors, les omiques constantes prime, nous, c'est ce qu'on appelle E, l'exercice. Et on a donc effectivement deux valeurs ici, R1 et R2. On se retrouve un petit peu dans la situation du problème à force centrale dans le cas elliptique. Sauf que là, rien nous dit que c'est une ellipse, on sait juste que notre trajectoire va être bornée par deux rayons, R1 et R2. Montrer que deux valeurs différentes d'évolution de R se présentent selon que lambda est inférieur ou supérieur à lambda 0. Alors déjà, ce qu'il fallait remarquer, c'est suivant la vitesse, une petite remarque ici, faire deux cas, on va le faire ici, la question 4 ou 5, vous préférez, on va mettre 5. Si lambda plus grand que lambda 0, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder la valeur de R en fait. Le minimum, R min, on va l'appeler. J'ai oublié quelque chose par contre, là j'ai copié la correction, mais il manque le A. Donc faites attention, ici il manque un A. R min, donc, si lambda est plus grand que lambda 0, est plus grand que A. Okay. On remarquera, vu la remarque qu'on a faite tout à l'heure, que E égale WA, qu'une des deux bornes, c'est A. Donc dans ce cas-là, si R min est plus grand que A, c'est-à-dire que A est ici, et R min est ici. Donc dans ce cas-là, vu que la position initiale c'est A, ben, le mobile commence à monter. En fait. Je rappelle que R est lié à Z. Il commence à monter. À l'inverse, maintenant, si lambda est plus petit que lambda 0, ben vous allez avoir R min plus petit que A. Alors je surchasse pas le dessin sur ce cas-là, mais vous avez compris que A va être ici en R2 cette fois. Et cette fois, au contraire, le mobile commence à descendre. Alors, pourquoi commence à descendre? Parce que vous voyez que R diminue. Je vais aller dans ce sens-là. Donc le mobile commence à descendre. On peut rapprocher cet exercice des cyclistes dans un vélodrome ou des motos dans une cage de fer là qu'on voit des fois dans des foires. Alors bien entendu, il faut pas oublier qu'on a négligé la plupart des frottements. Hein. Ce problème, certainement d'autres forces, donc on s'éloigne un petit peu de la réalité. Mais supposons qu'on fasse un mouvement circulaire uniforme, à la vitesse angulaire oméga, et qu'à un moment on décide d'aller un petit peu vite, parce que lambda ça veut dire qu'on va plus vite. Hein. On va rappeler lambda dans l'énoncé, c'est, on va le remettre là, ce lambda là, c'est oméga sur oméga 0. Donc lambda grand, ça veut dire qu'on a une vitesse initiale plus forte. Et maintenant, supposons qu'on prend un lambda plus élevé, ben, qu'est-ce qui se produit? On va plutôt monter dans le cône, et au contraire, si lambda est plus petit, c'est une vitesse initiale faible, on va plutôt descendre dans le cône. Voilà un petit peu ce qu'on peut en déduire de cet exercice à l'aide de l'étude graphique qu'on vient de faire. Allez, on va faire l'exercice MC13 maintenant, pendule sur un plan incliné. Donc déjà, on va être obligé de refaire le schéma, parce que sur la correction, il n'y est pas. Allez, on y va. C'est de faire le plus beau schéma du monde sur la palette. À gagner.
Donc on a un pendule qui va osciller sur un plan incliné. Oh, j'ai mis des pointillés pour X, j'ai pas mis pointillés sur Z. Je vais recopier un peu l'énoncé là. Θ, alpha je l'ai mis. Bon, sens de rotation positif, ok, pourquoi pas. Voilà, c'est déjà très bien. Alors, par contre, ce qu'on va devoir rajouter, est-ce qu'on peut un peu changer la couleur? Hop. Hein. U, R et U. C'est orthogonal, hein. Uθ est tangent à la trajectoire du pendule dans le plan incliné. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut l'exercice ici? Ben, juste au final qu'on trouve l'équation différentielle. Pour commencer, il nous demande d'exprimer le moment cinétique de M par rapport à O. Donc, première question. Là, on fait OM vectoriel MV. OM, on voit que c'est LUR. C'est L ici. Vectoriel MV, on voit que la vitesse est sur Uθ. C'est Lθ point. Donc ça, c'est assez simple, ça fait sigma 0. Sigma 0 égale ml carré θ point uz. Déterminer la projection à différentes forces sur la base UR, Uθ, uz. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? Et on prend encore une autre couleur, un petit peu plus que d'habitude. On aura le poids. Ici. La tension du fil. Et la réaction du support. Alors, la réaction du support va être suivant uz. Alors, on va essayer de faire un trait comme ça. Et R. Alors, poser la correction. R, il n'y a pas de souci. Et ici, pas besoin de la refaire. T, ça va aussi T. T, c'est moins de TUR. Elle est ici. Par contre, le poids, beaucoup plus dur. Le poids, on va détailler le calcul ici, sur le côté. Donc le poids, il faut d'abord le projeter dans ZX. Vous avez Z qui est comme ça, X qui est comme ça, et le poids est comme ça. Avec ici, un angle alpha. Donc d'abord, il faut projeter le poids dans UZZX. On voit que c'est moins mg cos alpha sur UZ et plus mg sinus alpha sur X. C'est écrit ici. Et après, UZ c'est bon, on garde. Et après, il faut projeter UX dans Uθ, dans URUθ. Pour finir. Donc là, on refait un schéma, mais vu de dessus cette fois. On a UX qui est comme ça. On a UR qui est comme ça. On a Uθ. Cette fois, c'est pas l'angle alpha qui va apparaître, c'est l'angle θ. Donc on voit que UX c'est cos θ UR moins sinus θ Uθ. Et on est d'accord avec la correction. On remplace tout dans notre point mg. Voilà pour petit a. Petit b, il faut trouver l'équation différentielle impliquant le déterminant cinétique. Là, on va calculer les moments. Alors là, il faut être un petit peu astucieux quand même, sinon on va se taper des calculs pour rien. Bon, déjà, dérivé du moment cinétique, ça reste pas trop dur. On va rajouter le point O, effectivement, que j'ai pas mis. On voit que OM vectorialité, ça vaut 0. Parce que la force passe par l'axe de rotation. On sait qu'on va projeter sur l'axe Z. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est chercher les moments qui vont donner une composante suivant UZ. Si on fait OM vectoriel R, qui est ici, on voit que sa composante va être sur Uθ en fait. Par rapport à mon schéma. Donc, on peut laisser OM vectoriel Rn comme ça et pas le calculer parce que scalaire UZ ça va faire 0. Donc il reste le poids. Alors le poids, par contre, on sait que c'est LUR vectoriel cette expression. Donc déjà UR vectoriel UR ça fait 0. UR Uθ ça fait UZ, UR UZ ça fait Uθ. Donc en fait la seule composante qui m'intéresse dans le poids, c'est elle, ici. Parce que UR vectoriel Uθ va me faire plus UZ,
Donc OM vectoriel mg, si je garde que les composantes sur UZ, vont me donner en fait mgl fois moins sinus alpha fois sinus θ sur UZ. Alors là, attention, ils ont fait un truc bizarre. Correction, la parenthèse. Oh non, c'est bon. Non, c'est là en fait. Ah, donc moi, c'est que celle-là qui m'intéresse. Le 8θ, je m'en moque parce que je vais projeter sur UZ. Donc voilà, je récupère l'expression dont on a parlé. On a notre équation différentielle. On peut passer en petites oscillations en disant que ça, c'est θ. On peut ça oméga 0 carré. Je fais ici. Et on a une équation dans le cercle harmonique, mais dans la pulsation propre n'est pas G sur L comme le pendule simple, mais G sinus alpha sur L. Bon, dernière question, c'est les conditions initiales. Vous prenez sous cette forme-là, c'est la forme A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Vous calculez vos constantes, vous obtenez la solution proposée, et donc θ max, c'est l'amplitude que vous trouvez devant l'expression obtenue. Voilà pour l'exercice MC13. Alors on va passer à l'exercice MC14, maintenant voyage interplanétaire de la Terre à Mars. Alors, bon, il y avait plein de données, il y avait un schéma, donc on va un peu résumer l'exercice. On a deux orbites circulaires qui sont l'orbite de la Terre autour du Soleil et l'orbite de Mars autour du Soleil. On essaie d'envoyer une navette spatiale de l'orbite terrestre à l'orbite martienne à l'aide de ce qu'on appelle une orbite de transfert qui sera représentée par une demi-ellipse. Le but, c'est de consommer le moins d'énergie possible dans le transfert de cette navette en mettant une accélération au point D, point situé sur l'orbite terrestre et même sur la Terre, et on remettra ici un petit coup d'accélération au point A lorsque Mars arrivera pour placer la navette sur la planète Mars. Je vous laisse découvrir les données. Première question, il faut calculer la vitesse du vaisseau en D sur l'ellipse dite de Hohmann, c'est-à-dire l'orbite de transfert. La façon la plus simple de faire, c'est d'utiliser un calcul d'énergie mécanique. Bon, la base, EM égale EC plus EP, mais aussi de se souvenir que l'énergie mécanique sur une orbite elliptique vaut moins K sur 2A. Où K est la constante des forces centrales, G, MM, où G est la constante de gravitation. C'est ce qu'on va faire ici. Ce qu'on fait ici. Donc EC 1 demi-mv carré, moins GMS sur RT, ben, c'est l'énergie potentielle au niveau de l'orbite terrestre. C'est-à-dire en fait au niveau de la Terre, mais le RT qui ici, c'est la distance Soleil-Terre, parce qu'on considère l'attraction du Soleil pour tous les astres, et on néglige l'attraction entre les autres corps. On a le fameux moins K sur 2A, on fait un petit calcul, on obtient cette formule. Le grand axe, là, on peut faire un dessin 2A certes et plus RM. Sur le schéma, vous verrez très facilement. Et donc, on arrive à cette formule. Si on ne sait pas que la masse du Soleil, c'est à peu près 230 kg et G, 677-11 en unité SI, on peut faire l'application numérique. Donc, on va faire une petite astuce et utiliser ce qu'on appelle la première vitesse cosmique ou la vitesse circulaire. Parce que ça, c'est donner l'énoncé. VT, on peut le lire, c'est 29,8 km par seconde. Donc, au final, on peut faire l'application numérique et on obtient 32,7 km par seconde. On nous demandait la relation de vitesse aussi. On soustrait les deux valeurs, ça fait 2,9 km par seconde. On nous demandait aussi le transfert d'énergie à fournir pour passer donc de l'orbite terrestre à l'orbite de transfert. Comme on est à la même altitude, on peut faire aussi une soustraction d'énergie cinétique. Par exemple, on aurait pu, plutôt que là ils ont soustrait les deux énergies mécaniques par la formule moins K sur 2A. C'est vrai que c'est rapide aussi, mais comme les deux EP sont identiques, on peut aussi dire que c'est, on va mettre ici, un petit peu gros, 1 demi de M VD carré, moins 1 demi de M VT carré. Alors vous n'avez pas M, ce qui veut dire qu'il faudra faire un calcul par unité de masse. Et si on fait ce calcul, on obtient 91,6 joules par kilo. Vous pouvez laisser petit m dans l'expression si vous voulez vraiment une énergie. On remarque qu'il a fallu fournir de l'énergie, c'est normal parce qu'entre guillemets, on augmente le rayon de l'orbite.
Deuxième question, faire pareil en A. Donc soit vous faites tout pareil, vous faites votre calcul, soit vous faites une petite analogie d'indices, c'est-à-dire vous inversez les indices T et M, soit peut-être le plus logique, vous utilisez la conservation du moment cinétique le long de l'orbite de transfert. Par exemple, vous le faites ici, voilà, on a déjà simplifié par la masse, MVARM égale MVDRT. On obtient VA, donc on fait exactement le même calcul tout à l'heure. Alors VA c'est combien? 21,5 km par seconde. La vitesse sur Mars de l'orbite martienne c'est 24,2 km par seconde, la subtraction fait 2,7. Et là vous pouvez faire aussi un calcul. On voit qu'il faudra un petit peu moins d'énergie, mais il faudra quand même en fournir pour aller de l'orbite elliptique à l'orbite de Mars. Calculer la durée du transfert. Donc première chose à pas oublier, c'est que c'est qu'une demi-ellipse, pas une ellipse entière. Donc un petit facteur 1,5 à mettre. Et quand on nous parle en force centrale de durée, en général on fait appel à la troisième loi de Kepler, en s'aidant de nos connaissances. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que le temps que met la Terre pour faire le tour, pour faire son orbite circulaire autour du Soleil, on sait que c'est 365 jours, 365,25, si vous préférez. Donc, on va prendre cette loi, donc là, T0 c'est connu, T c'est la durée d'ellipse, A c'est le fameux grand axe de l'ellipse, donc c'est RT plus RM sur 2. On n'oublie pas le 1,5 à rajouter pour faire juste la demi-ellipse, et on obtient 258 jours. Pour finir, une question un peu plus délicate, mais qui a son importance, on veut être sûr que quand la navette arrive au niveau de l'orbite martienne, que Mars soit présente. Sinon, on va consommer beaucoup d'énergie, soit pour attendre, soit pour rejoindre la planète. Donc pour cela, on vous a fait un petit schéma là. On va noter alpha, l'angle entre la position finale de Mars et la position initiale de Mars. M1, en fait, qui est ici, correspond à la position de Mars quand je vais dire à ma navette de passer sur la demi-ellipse de transfert. Donc là, en fait, c'est l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est qu'une règle de 3. Parce qu'en fait, il faut qu'en 258 jours, Mars parcourt l'angle alpha. Or, Mars va parcourir 2π en sa période. Donc il fallait calculer en fait la période de Mars. On refait une troisième loi de Kepler, ici. On a déjà 684 jours. Puis après une sorte de règle de 3 pour obtenir alpha. Par exemple, là vous faites alpha sur 2π égale 258 sur 684. On en déduit alpha qui vaut à peu près 136 degrés. Voilà pour cet exercice sur les forces centrales, très important qu'on trouve assez souvent au concours. Elle est ressortie, je crois, en 2018 en PSI centrale.